On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on vous parle de santé et d'anniversaire. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, on aborde la question du 50e anniversaire de l'hôpital du Richelieu. Mais tout d'abord, parlons du 10e anniversaire de la fondation de la Maison des naissances du Richelieu. C'est là où on se dit que le temps passe extrêmement vite. Déjà 10 ans, 10e anniversaire pour la Maison des naissances du Richelieu. Un sujet dont on parlait ici même il y a de cela 10, 15, 20 ans, parce que le sujet des sages-femmes et d'accoucher autrement qu'à l'hôpital fait partie de l'actualité. Mais voilà quelque chose qui est maintenant acquis dans notre région depuis 10 ans. Avec nous pour en parler, la responsable des sages-femmes à la Maison des naissances du Richelieu, Mme Cécile Masson. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous étiez là au tout début? Oui. Quand vous regardez les tout débuts et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous vient en tête? Quelle est la progression que cette installation-là a fait comme différence dans la communauté? On a déjà une équipe qui s'est agrandie. On a commencé à 6 sages-femmes. Moi, j'ai débuté là-bas comme sage-femme. Et maintenant, on est rendu à 12 sages-femmes. Donc, une équipe qui s'est agrandie. Et aussi, bien évidemment, des services plus connus. Et une collaboration avec nos partenaires qui est aussi de plus en plus fluide. Parce qu'au début, c'est nouveau, les sages-femmes, on ne sait pas trop c'est quoi leur champ de pratique, etc. Donc, vraiment aussi une amélioration dans notre collaboration. Avez-vous senti, quand on parle justement de collaboration, parce que je me rappelle de ce bon vieux débat où, à l'époque, les services de santé, les gynécologues étaient assez réfractaires à l'idée, d'autres se sont montrés plus ouverts à une certaine période, ce qui a peut-être permis d'en arriver là aujourd'hui. Sentez-vous que les mœurs, que les conventions ont changé, ont évolué et qu'on ne voit plus les sages-femmes du même œil qu'on les voyait il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans? Il y a sans doute encore un bout de chemin à faire parce qu'on a souvent de la clientèle, nous, qui vient nous voir en nous disant « Ma famille, elle ne sait pas trop quel est le champ de pratique de la sage-femme, elle s'inquiète par rapport à la sécurité. » Mais nous, en collaboration avec l'équipe des gynécologues, par exemple, de Saint-Jean, on a vraiment une collaboration qui est beaucoup plus fluide et puis ils connaissent très bien notre champ de pratique. Donc c'est facile de collaborer ensemble parce qu'on leur transfère toute notre clientèle qui a besoin de consultation ou de transfert de soins. Quel a été l'élément qui a vraiment permis la création de cette maison-là? Est-ce qu'il y a eu un élément déterminant qui a permis ultimement qu'on en arrive là aujourd'hui? Je ne connais pas peut-être assez bien ce volet. Je n'étais pas dans ce rôle-là quand les services ont débuté. Donc, ce serait peut-être pas facile de vous répondre. Qu'est-ce qui a permis, sans doute, Dr Perrault, à l'époque, je sais que lui souhaitait collaborer avec des sages-femmes. Par rapport à des mouvements de population, je suis un petit peu moins au courant. Parce que, bon, vous faites référence au docteur Gilles Perrault, qui est retraité aujourd'hui, qui était gynécologue, qu'on a reçu ici même à l'émission il y a une dizaine d'années sur ce projet-là. Et Dr Perrault me disait, je me rappelle vaguement, mais il me disait en gros, écoutez, il dit, il faut se montrer ouvert à ça parce que cette pratique-là, elle va se continuer et elle va toujours exister. Donc, aussi bien l'encadrer plutôt que d'être réfractaire à ce qu'elle n'existe pas, ce qui n'arrivera jamais. On est 10 ans plus tard, 2600 femmes ont accouché ou ont été suivies à la Maison des naissances. C'est énorme, c'est beaucoup. Oui, l'année passée, par exemple, nous avons eu 288 suivis pour à peu près 8 sages-femmes sur le terrain. Donc oui, ça roule. On avait des bonnes listes d'attente aussi l'année passée, avec la COVID peut-être, mais on sert aussi un grand territoire. Donc on ne suffit pas forcément à la tâche, mais il y a d'autres services qui vont ouvrir. Bon, quel est le mode de fonctionnement? Quelqu'un devient enceinte, exprime le désir d'être suivi par une sage-femme. Qu'est-ce qu'on fait? On s'inscrit, on se met sur une liste d'attente, vous les contactez. Bref, le jour 1, il se passe comment? En fait, dès qu'on apprend qu'on est enceinte, le plus rapidement possible, on fait une demande de service, soit sur notre site, soit en téléphonant directement à la maison de naissance. Et puis là, moi, comme responsable, j'attribue une sage-femme, si j'ai la possibilité de le faire, si j'ai suffisamment de sages-femmes sur le terrain. Et le suivi démarre autour de 7-8 semaines de grossesse. Et le suivi, on parle de combien de rencontres entre la 7-8e semaine
Et ultimement, l'accouchement? En gros, on pourrait dire une dizaine de rencontres. Quand même. Les visites sont aux 4 à 6 semaines au début, plus rapprochées au 8e mois, aux 2 semaines, et le dernier mois, c'est plus aux semaines à 10 jours. Quelle est la différence entre, bon, accoucher à l'hôpital, accoucher à la maison ou être à la maison des naissances? Ben, en fait, la différence, c'est que à l'hôpital, on a accès à, par exemple, à une péridurale. Chez nous, à la maison de naissance, on n'offre pas la péridurale. Donc, c'est vraiment, c'est destiné aux femmes qui souhaitent accoucher naturellement. On est un peu les spécialistes de l'accouchement physiologique. Puis par rapport à la maison, on a le même champ de pratique, nous, que les femmes soient suivies par nous pour accoucher à la maison de naissance, qu'à peu près 80% de notre population. On a un bon 15% qui souhaitent accoucher à domicile. Et elles peuvent aussi, les femmes, accoucher avec nous à l'hôpital de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aussi, voilà, c'est peut-être un peu moins de 5% de notre clientèle. Mais quand même, dans les sages-femmes que vous avez, elles peuvent encore faire du suivi pour des gens, pour des femmes qui veulent accoucher à la maison? Oui, bien sûr, oui. OK, donc les femmes peuvent accoucher à la maison? Oui. Ou à l'hôpital? Oui. Ou même à la maison des naissances? Exactement. Donc, il y a 3 choix Oui. possibles. Pour le même champ de pratique. Donc, qu'est l'accouchement physiologique. Donc, si les femmes qui viennent nous voir souhaitent des accouchements naturels et normaux, donc évidemment, ce n'est pas leur première intention d'avoir une péridurale, mais pour certaines, elles se sentent aussi en sécurité à l'hôpital. Ça dépend de la sécurité ou des fois, c'est une sécurité plus médicale, parfois, c'est une sécurité plus affective. Donc, Mais y a-t-il un élément de sécurité plus élevé d'accoucher à la maison des naissances qu'à la maison? Pour certaines, oui. Pour d'autres, non. Ça dépend vraiment de l'histoire et du besoin de chacune. Mais en termes d'installation ou d'équipement, oui, est-ce qu'à la maison des naissances, vous êtes plus équipé que vous ne le seriez dans une maison résidentielle? On a quelques différences. Oui, par exemple, on a une table de réa néonatale à la maison de naissance et à domicile, on a le matériel de réa néonatale, mais qui n'est pas sous la forme d'une table de réanimation. Et quand vous êtes dans l'environnement hospitalier, vous exécutez dans le fond le même travail que si vous seriez à la maison, à la seule différence que si ça complique, on est déjà rendu à l'hôpital. Exactement. Parce que vous dites, bon, l'an passé, à peu près quoi, 200 quelques naissances? 288. 288 suivis. Oui. On va dire suivis là, pour les besoins. Oui. Sur les 288, quelle est la répartition de celles qui sont à la maison des naissances ou à l'hôpital? Ben, c'est à peu près ça, comme je vous le disais, à peu près 80% qui choisissent d'accoucher en maison de naissance. 80. Un bon 15% qui choisit le domicile. Année après année, ça l'hôpital. Oui, année après année, ça ressemble à peu près à ça. OK, quand même. À quel moment dans le suivi d'une grossesse, vous vous dites, il y a des complications, il y a des pathologies, il y a des problématiques. À quel moment vous allez, disons, entre guillemets, conseiller à la future maman de dire, je pense qu'il serait plus sécuritaire d'être suivi et possiblement aussi d'accoucher à l'hôpital? En fait, on est soumise à un règlement sur les 4 consultations et transferts obligatoires à un médecin. Donc, ça peut être tout le long de la grossesse. Dès le premier rendez-vous, on va s'apercevoir que vous avez un antécédent d'embolie pulmonaire. Ben, je ne pourrais pas vous suivre, moi, comme sage-femme. Okay. Voilà. Donc, on suit des femmes en santé. Ça pourrait être plus tard que bébé est en siège et on le voit venir. Alors, en fait, on a une pratique de prévention. Donc, on va consulter le médecin. Si le bébé arrive à se retourner, on récupère les soins. Sinon, non. Et ça, pendant le travail et l'accouchement aussi, toute une série de situations où on consulte et où on transfère. Dans une région comme la nôtre, de mémoire, il y a quoi? Il y a 2000 accouchements par année, peut-être? Ou il y a quand même... je ne me rappelle pas du chiffre, mais c'est quand même assez élevé. En bref, ma question, c'est quelle est la proportion de femmes qui acceptent d'être suivies par des sages-femmes plutôt que d'être dans les services dits réguliers? Je ne connais pas bien ces chiffres-là. Peut-être qu'au Québec, est-ce que c'est un peu moins de 5% des suivis? Mais j'avance peut-être quelque chose que je ne sais pas forcément. Oui. OK. Dites-moi, avec l'expérience maintenant que vous avez acquise au fil des ans, je présume aussi que, bon, il y a des formations, il y a un code d'éthique, vous êtes soumis probablement à certaines réglementations. Qu'est-ce qui encadre aujourd'hui, en 2022, le travail et la formation d'une sage-femme?
Ben, en 99, il y a eu la légalisation de la profession avec la création d'un ordre professionnel. Donc nous, on est par exemple obligés de suivre des formations tous les 2 ans en réa néonatale avancée et tous les 3 ans en urgence obstétricale. Donc savoir quoi faire en cas d'hémorragie, en cas de dystocie d'épaule, etc., etc. Donc oui, bien sûr, on est régi par cet ordre professionnel. Bon. Et la formation de base aujourd'hui, ça représente quoi? Quelqu'un qui nous regarde en ce moment, qui voudrait devenir sage-femme, quel est le chemin pour y arriver? C'est 4 ans et demi d'université à l'UQTR, Université de Trois-Rivières. Oui. 4 ans de formation? 4 ans et demi, oui. Okay. Avec des stages en maison de naissance, en milieu communautaire et à l'hôpital. Donc, 4 ans de formation de l'université, des stages, une reconnaissance, donc maintenant une profession qui est reconnue par la loi. Et là, bon, ici, on a une maison des naissances et je présume qu'ailleurs au Québec, il y a eu d'autres maisons de naissance qui ont dû pousser. Est-ce qu'on était, nous, dans les premiers, dans les derniers? Je ne sais pas. Ici, dans la région, on se situe où dans toute cette gamme de maisons des naissances au Québec? C'est sûr que les projets pilotes ont commencé en 94, légalisation en 99. Il y a peut-être une bonne vingtaine de maisons de naissance, puis là encore les chiffres, je ne suis pas certaine. Mais nous, sur la Montérégie, il y a des services qui sont prévus pour le CIS La Montérégie Ouest, qui ouvriront peut-être l'été prochain. Et il y a des services prévus à l'Est aussi, Montérégie Est. Donc pour Pierre Boucher, territoire Saint-Hyacinthe aussi. Mais en ce moment, vous, la clientèle que vous desservez, elle émane uniquement de la Montérégie Centre ou même juste du Haut-Richelieu? De la Montérégie. Puisque les 2 autres services ne sont pas ouverts, pour le moment, on accepte les demandes plus largement. Oui. Donc, une future maman qui habite à Sainte-Julie ou à Châteauguay pourrait ultimement se retrouver chez vous. Là. Exactement. Bon. Vous avez dit tantôt, vous êtes passé de 6 à 12 sages-femmes, donc forcément aussi la capacité. Avez-vous une liste d'attente ou est-ce qu'il y a malheureusement des femmes qui voudraient avoir des services de sage-femme et malheureusement, faute... bon, il y a des pénuries dans tous les domaines, là, mais est-ce que malheureusement, est-ce qu'il existe malheureusement des femmes qui ne peuvent pas avoir accès à des sages-femmes? Oui. À l'occasion, on a des mois plus chargés que d'autres et moi, je ne peux pas dépasser une certaine capacité. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler puis pas se dire « Attends, non, je n'aurai pas de chance, je vais avoir une liste d'attente ». Il n'y a pas forcément de liste d'attente, mais il faut appeler de bonne heure. Donc, l'année passée, on avait une bonne liste d'attente, mais il y a des années qui sont plus calmes et il ne faut pas hésiter à appeler. Donc, c'est variable d'une année à l'autre, mais il peut arriver à certains moments que quelqu'un qui veut avoir une sage-femme ne puisse peut-être pas l'avoir comme il le souhaitait au départ. Là. Oui. Bon. Avez-vous des projets particuliers pour les années à venir où on est, disons, dans la continuité? Bien, nous, on arrive là, cette année, à peu près à pleine capacité avec nos 12 sages-femmes. Donc, c'est de voir ça venir. Notre sage-femme, la dernière, arrive au mois de mars prochain. Donc, on va voguer sur cette ligne-là, oui. Cécile Masson, merci beaucoup. Bonne plaisir. chance à vous. Félicitations encore pour ce 10e anniversaire de la Maison des naissances du Richelieu, ce qui a fait avancer et ce qui a fait progresser aussi la société dans un mode, disons, optionnel, où maintenant les femmes ont davantage de choix pour s'y référer. Merci beaucoup. Le plaisir. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on fait un tir de 3 points? Absolument, avec Bernard Tanguay Jr. qui vient nous parler de sa grande passion, le basketball. Tu sais que je suis allé au pensionnat avec lui? Ben oui. Hein? Manquez pas ça. Voilà un anniversaire qui est loin d'être banal sur le territoire de la région. C'est celui de l'hôpital du Richelieu, 50e anniversaire. Il y a bien des gens qui ont travaillé dans cet établissement sur une aussi longue période. Et en même temps, c'est un établissement qui se veut aussi un milieu de travail pour lequel les gens ont des histoires, ont des anecdotes, des relations, des collègues de travail. Bref, il s'est dit beaucoup de choses durant ces 50 années. Bref, on va tenter de faire le tour d'une partie ou d'une partie de la question, si on veut, avec Olga Medeiros, qui était longtemps directrice des soins infirmiers, retraitée depuis 2015. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez travaillé combien de temps à l'hôpital du Richelieu? 32 ans. 32 ans. Donc, vous êtes rentré en quelle année? J'ai commencé en 1980. Ouais.
ce qu'on appelle les CP, qui sont les candidates à l'exercice de la profession infirmière, qui est l'année que j'ai terminé mon cours. Ensuite, j'ai travaillé quelques mois. Ensuite, je suis partie. Je suis revenue en 1983 jusqu'à la fin 2015. Bon, donc on comprend que le premier 10 ans, vous n'étiez pas là. Mais quand vous êtes rentré dans cet établissement-là, au début des années 80, qu'est-ce qu'on vous disait ou qu'est-ce qu'on vous racontait? Parce que vous avez dû travailler avec des gens qui étaient là au moment du transfert entre l'ancien hôpital et le nouvel hôpital dans le quartier Normandie. Oui, tout à fait. Alors, c'est pour ça que l'histoire que je peux vous raconter, c'est parce qu'il y en a qui me l'ont raconté. Exact. Et au moment où j'ai commencé, il y avait encore beaucoup, autant des infirmières soignantes que des gestionnaires qui avaient connu l'ancien hôpital. Alors, qui avaient même contribué au déménagement, qui pouvaient très bien parler de ce que ça a apporté comme changement, comment ils trouvaient l'hôpital beau et comment il y avait de l'espace, comment ils trouvaient que finalement les corridors étaient larges et longs et on marchait beaucoup plus que dans l'ancien hôpital qui était plus petit. Et il y avait plus d'unités de soins, évidemment. Les soins étaient différents. Alors oui, j'ai eu beaucoup de collègues qui m'ont parlé. Donc, pour soins. les personnes qui ont vécu le transfert, la transition, c'était une avancée importante, une avancée majeure. Oui, tout à fait. L'hôpital était attendu et les gens ont contribué, puis étaient contents de contribuer à cette nouvelle, un nouvel hôpital. Et d'ailleurs, même les étudiants, pendant qu'on travaillait, on avait hâte, on allait en stage, évidemment, mais aussi, on se disait, c'est là qu'on va aller travailler parce que c'était neuf, c'était beau, c'était éclairé, c'était vaste. Alors, les soins étaient aussi reconnus. Il y a eu des infirmières qui, parce que il y a eu aussi le changement de la formation des infirmières qui se donnait à l'école des infirmières et qui, un peu avant l'ouverture de l'hôpital, ces infirmières-là ont été formées au cégep. Ça s'est passé quelques années avant. Et évidemment, il y en avait qui avaient formé des infirmières ce qu'ils appelaient l'École des infirmières de Saint-Jean, qui était rattachée à l'ancien hôpital qui est Georges Faneuf aujourd'hui. Mais alors, ces personnes-là ont eu le choix soit de s'en aller à la formation infirmière au cégep ou de rester à l'hôpital. Ce qui fait que nous, comme jeunes infirmières, quand on commençait, on était bien encadrés. La formation, l'accueil, l'intégration, on avait à cœur qu'on soit bien formé. Et alors, tout ce qui se passait d'un peu différent un peu partout dans l'hôpital, bien, on était amenés à les voir pour apprendre. Et il y avait beaucoup d'infirmières aussi expérimentées qui nous encadraient. C'est quand même une transformation dans l'histoire récente du Québec. On revient souvent, évidemment, à la Révolution tranquille, mais il y a beaucoup de décisions qui se sont prises. On s'entend que, bon, l'hôpital a ouvert au début 70, mais la décision de le construire s'est prise plusieurs années auparavant. Puis il ne faut pas remonter loin dans l'histoire au Québec ou dans nos écoles ou nos hôpitaux. On avait des religieuses qui agissaient comme infirmières. Ça nous paraît un peu mystérieux quand on dit ça aujourd'hui, en 2022, mais c'est pas si loin que ça dans l'histoire quand même. Non, c'est pas loin. Ça fait partie de notre histoire. Les soins qui étaient, disons, la gestion, pas juste les soins. Exact. Tout l'hôpital était géré par des religieuses. Alors, sauf que c'est pas ça qui s'est passé avec le nouvel hôpital. C'est vraiment des laïcs. On était dans la modernité. Oui, c'était des gestionnaires formés comme gestionnaires et des infirmières-chefs. On n'était plus à l'époque des hospitalières, ce qui était l'ancienne, je dirais, appellation des gestionnaires qui géraient les unités de soins. Bon, en même temps, on dit 50e anniversaire, mais si je me trompe pas, parce que moi, je suis né en janvier 71 dans l'ancien hôpital, mais il me semble qu'à partir d'avril 71, on a commencé à ouvrir certains départements. Je comprends que l'ouverture officielle ne s'est faite qu'en 72, mais même un peu avant, on avait commencé à ouvrir l'hôpital. De ce que je sais, les premiers transferts se sont faits en mars 1972. Alors,
Oui, probablement qu'il y a Ouais. des unités qui ont commencé à ouvrir ou des soins ou des services Des plutôt. services, oui. Pas des soins, Avant, mais des ultimement, services. d'arriver à l'ouverture officielle et complète. Exact. Mais de mémoire, ce qu'on me racontait, puis tout le transfert, Ouais. les ambulances qui avaient été réservées pour transférer les patients qui étaient dans un hôpital pour les amener au nouvel hôpital, ça s'est fait en mars 72. Bon, vous, quand vous êtes rentré dans les années 80, donc là, évidemment, vous témoignez de ce que les gens vous ont dit avant, mais les années que vous avez vécues dans cet établissement-là, qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui pour avoir passé une trentaine d'années dans cet établissement-là? Bien, ce qu'on retient, c'est qu'il y a eu une grande évolution aussi dans les soins. On a qu'à penser, comme vous avez mentionné juste avant, l'hôpital a été construit pour les soins qui étaient donnés dans les années 70 et même avant, parce que, on va se le dire, un hôpital est planifié et les plans, etc., sont faits plusieurs années et avant que ça se concrétise, bien, les soins ont le temps d'évoluer pendant ce temps-là. Et on n'a qu'à penser, un exemple que je peux donner, l'unité de pédiatrie à l'hôpital, il y avait 41 lits. Mais dans les années 80, quand j'ai commencé, l'hospitalisation des enfants avait changé. On hospitalisait moins, les soins ont changé de sorte que on avait moins besoin d'hospitaliser les enfants. Alors, ce qui fait que l'unité de 41 lits qui avait été prévue avant l'ouverture faisait en sorte que les lits n'étaient pas nécessaires pour tous les patients, uniquement pour des enfants à l'année longue. Bon, il y a eu des enjeux de capacité quand même importants. On le sait, la Montérégie est l'une des régions où il y a eu une croissance démographique incroyable. Malheureusement, les établissements physiques n'ont pas toujours suivi. J'ai moi-même fait des reportages à Pierre-Boucher, à Longueuil, où au moment de l'ouverture, on était déjà en débordement. Et je me rappelle, moi, j'ai commencé le métier à la fin des années 80, et déjà, on parlait des projets d'agrandissement de l'hôpital du Haut-Richelieu. Pourtant, l'hôpital n'avait que 20 ans d'âge ou 30 ans d'âge, que déjà, on parlait d'agrandir, ce qui s'est ultimement fait dans les années 2000. Mais même pour le personnel à l'intérieur, quand vous avez vu cet accroissement de la population et l'établissement qui, lui, ne pouvait pas grossir de l'intérieur, est-ce que ça a été des années particulières de dire est-ce qu'un jour, on va avoir un agrandissement qui va nous permettre d'avoir plus d'espace pour soigner les gens? C'est clair que l'agrandissement était attendu. On le voyait que c'était nécessaire. Et je reviens, quand j'ai commencé dans les années 80, il y avait déjà eu un agrandissement de l'urgence. C'est vrai. C'était même plus l'urgence qui était à l'époque. Il y avait eu un agrandissement pour des civières. Alors ça, déjà, je dirais, début des années 80, il y avait, ça avait été concrétisé. Et oui, c'était attendu parce que c'était serré sur les unités de soins et ça faisait en sorte qu'il y avait une pression sur l'hospitalisation pour pouvoir soigner parce que l'objectif d'un hôpital, c'est de soigner les patients qui ont besoin d'être soignés. Mais en même temps, à travers les années, ce qu'on a vu, c'est encore une fois le changement technologique, le changement des soins faisant en sorte que ça permettait de diminuer l'hospitalisation. Alors, les séjours étaient plus courts. C'est sûr que ça a un effet pervers parce que, oui, le patient reste moins longtemps, mais le temps qu'il est là, il a besoin de beaucoup de soins. Il va avoir son congé plus rapidement. Quand j'ai commencé les soins dans les années 80, le patient il était hospitalisé des fois 2-3 jours avant son intervention, avant son opération. Mais ça n'a pas été long qu'on ne voyait plus ça, là. Parce que dans les fameux projets de l'agrandissement, je me rappelle, moi, j'ai fait des entrevues ici avec l'ancien député Michel Charbonneau, Roger Paquin, Jean-Pierre Paquin, ultimement Dave Turcotte, qui était là au moment de l'inauguration. Là, aujourd'hui, on a augmenté la superficie d'au moins 40 %. Et là, en plus de ça, là, il y a encore des travaux en ce moment du côté Pierre-Caisse, là, de l'autre côté. Donc là, on commence à avoir un établissement qui correspond davantage aux besoins de la population. Bon, vous avez quitté en 2015. Est-ce que les travaux étaient déjà commencés? Il était presque terminé. Presque terminé, Il était presque terminé, oui. D'ailleurs, j'ai fini ma carrière avec l'équipe de la construction parce qu'il y avait besoin d'une, on va le dire, une conseillère clinique. Donc, quelqu'un avec l'équipe de la construction qui connaît l'hôpital et qui connaît les opérations cliniques. Parce que quand on touche au mur, quand on touche à tout ce qui consiste l'environnement physique, bien, il y a des soins qui se donnent à l'intérieur de ces murs-là, donc il faut en tenir compte. Quand vous avez vu le résultat final des travaux,
Oui. C'était quoi le sentiment qui vous a traversé Wow. l'esprit? Wow, Ouais. oui. Ah oui, c'est clair. Parce qu'on avait... Clairement, on voyait que c'était des soins, c'était un environnement qui allait permettre des soins des années 2020, là. Alors, on n'était plus dans les années des années 80, etc. Je vais donner un autre exemple. La technologie a beaucoup changé au cours des années. Les unités de soins n'avaient pas prévu suffisamment de prise de courant pour tout l'équipement qu'on avait besoin pour les soins. Alors, juste ce petit détail-là, à ce moment-là, il fallait faire attention parce que oui, c'est une question électrique. Moi, comme infirmière, je me dis, j'ai pas à tenir compte de l'électricité, mais j'ai besoin d'électricité pour certains équipements. Alors oui, ça a changé beaucoup. Que ce soit dans les années 80, 90, 2000, peu importe, parlez-nous du niveau d'attachement des employés à l'égard de leur milieu de travail, de leur établissement. Bien, moi, j'ai été là 32 ans et autant du personnel soignant que des gestionnaires, il y avait un fort sentiment d'appartenance parce que, on le dit souvent, ce commentaire-là, c'est un hôpital communautaire. C'est un hôpital ancré dans sa communauté. Le personnel qui est là, qui soigne, et tous les niveaux, pas juste les infirmières, tous ceux qui travaillent à l'hôpital, je ne saurais pas les chiffres, mais je serais prête à dire que 70 probablement restent dans la région. Ce qui fait qu'on donne les soins pour nos familles. On soigne la mère d'une collègue, le père d'un autre collègue. Alors, oui, il y a un sentiment d'appartenance parce qu'on est de la communauté, on soigne des gens dans la communauté et l'hôpital est dans la communauté. Alors, le sentiment d'appartenance était très fort. Olga Medeiros, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci. La prochaine collecte de sang prévue sur le territoire va se tenir au pavillon Mille-Roches à Iberville. C'est organisé par la FADOC le mercredi 3 et jeudi 4 novembre. Et vous le savez, depuis le début de la pandémie, Emma Québec demande qu'on s'inscrive à l'avance. On doit aller en ligne, remplir un formulaire. On a des rendez-vous et à la limite, on perd même un peu moins de temps quand on y va. À demain. Bye-bye.